J'aime bien la phrase de Van Gogh, évidemment, la tristesse, la tristesse durera toujours. Alors, pour toi aussi, la tristesse durera toujours, mais le rapport entre le savoir et la tristesse est un rapport vivant. Et rejetant d'un côté toutes les figures idéales, disons, de la réconciliation, de l'être ensemble, sous ses formes les plus édulcorées, tu affirmes quelque chose de très fort, qui est que la consolation passe désormais, dans nos sociétés démocratiques, pour l'invention de nouvelles manières d'être ensemble. C'est-à-dire que la consolation est un concept pour le moins actif. La consolation, en effet, on a tendance d'abord à la psychologiser, à considérer qu'elle est une opération ou une tentative, plus exactement, qui se joue à deux, dans le secret et l'obscurité, d'une certaine manière, du rapport qui caractérise, parce que c'est ça la consolation, qui caractérise un être affligé par une perte, la perte d'un être proche ou la perte d'un amour, ou même peut-être, et là on va déjà vers le politique, la perte d'un idéal, et puis l'autre, le consolateur, qui n'est pas affecté directement par cette perte, mais qui néanmoins tente d'y répliquer sous la forme d'un discours, ou parfois d'ailleurs d'un geste, ou d'un regard. Alors, cette structure, je dirais, à deux termes, je l'ai un petit peu, j'ai essayé de la compliquer en montrant que le consolateur faisait appel toujours à un tiers, c'est-à-dire que quand on console quelqu'un, on tente, déjà au niveau psychologique, on tente de lui montrer que autre chose est possible, qu'un autre horizon existe, non pas pour nier la perte ou la douleur, mais pour montrer qu'elle n'est pas le dernier mot de l'histoire, en quelque sorte. Évidemment, longtemps, ce tiers, ça a été Dieu. Ou ça a été le savoir philosophique, la sagesse, la raison qui nous permet de nous réconcilier avec toutes les expériences négatives. Et j'ai réfléchi dans ce livre sur la consolation à ce qu'elle pouvait être aujourd'hui, dès lors justement que nous assistons à ce qu'on pourrait appeler un redoublement de la perte, c'est-à-dire que nous avons aussi perdu les motifs de la consolation, qui sont les motifs traditionnels de Dieu ou de la sagesse. Et toute l'hypothèse que j'essaie de développer, c'est que pour autant, il ne faut pas abandonner ce thème, ni à la psychologie, ni non plus d'ailleurs à une critique de type un peu nietzschéen, c'est-à-dire finalement la consolation, c'est toujours un baume plus ou moins illusoire sur des douleurs réelles, et c'est là qu'on rejoindrait le thème de la finitude. Il me semble que le besoin de consolation trahit quelque chose, mais révèle aussi quelque chose de notre finitude, c'est-à-dire un rapport à la tristesse qui n'est pas seulement un rapport, je dirais, d'affliction, mais la possibilité de partir du chagrin ou de la perte, pour être plus exact, comme d'une exigence qui est celle de reconstituer des horizons nouveaux. Et en particulier, bon, il faut prendre les choses, je dirais, à ras de terre, hein, presque de manière un peu phénoménologique. Qu'est-ce que fait un parent lorsque un enfant je sais pas, s'est blessé, tombé dans la rue, etc. On essaie de le divertir. Le consoler, ici, veut dire le divertir au bon sens du terme de son point de douleur pour lui montrer autre chose, pour le rendre attentif à un autre champ de l'expérience. Bon, on lui montre un oiseau qui passe ou une lumière qui s'allume. Bon. Et ce geste qui consiste à désigner la possibilité d'autre chose que la douleur, ou d'autre chose que le chagrin, ou d'autre chose que la perte, ce geste-là me paraît extrêmement précieux pour comprendre notre situation, non seulement individuelle, mais collective, qui part quand même du point de vue qu'un certain nombre des idéaux politiques progressistes, pour le dire vite, et en employant un terme d'ailleurs sujet à caution, mais enfin disons des idéaux politiques démocratiques au sens radical du terme, nous ont un peu abandonnés, ou c'est nous qui les avons abandonnés d'ailleurs, mais néanmoins, nous sommes en mesure, je le crois, du moins je l'espère, de faire paraître des horizons de sens et d'expérience qui demeurent positifs. Autrement dit, l'hypothèse, c'est que le chagrin n'est pas seulement
une expérience du néant ou de la fatigue ou de l'exténuation. Le chagrin, c'est aussi une protestation contre l'état de fait que nous subissons, le chagrin au sens élémentaire de la perte d'un être aimé, la protestation de celui qui a perdu un amour ou qui a perdu un être cher, mais cette protestation, elle peut avoir aussi un sens politique par rapport ou je dirais même par opposition à tous les discours qui nous enjoignent de nous réconcilier avec le réel tel qu'il est, c'est-à-dire en particulier à abandonner le sentiment plutôt d'avoir perdu quelque chose et que, somme toute, rien n'est pire que le plus mauvais consolateur, c'est celui qui nous explique que nous n'avons rien perdu, que une de perdue, 10 de retrouvée. Bon, par conséquent, que nous pouvons allègrement nous contenter d'avoir perdu les idéaux de la modernité, les promesses non tenues de la modernité, comme dirait Habermas, au profit alors de quantité de choses qui en général renvoient à des processus économiques de performance ou à une technologie débridée. Bon, il me semble que partir de la tristesse, je dis bien partir, ne pas s'y inscrire, mais partir de la tristesse comme un sentiment et parfois une parole ou un geste corporel de refus de l'état de fait, constitue une bonne voie d'entrée dans ce qu'il y a encore d'exigences positives en termes de transformation politique. Qu'est-ce que nous avons perdu au juste ? Alors nous avons perdu, je dirais, les modèles anciens de l'être ensemble, de la consolation, c'est-à-dire au sens où, non pas il suffisait, mais il y avait tout de même, avant la modernité, des évidences inquestionnées, l'existence de Dieu, l'existence de la cité, l'existence parfois de l'Empire, qui remettait, qui constituait, c'est le geste de la consolation chez les stoïciens, par exemple, consistait à dire, somme toute, ou geste chrétien aussi de la consolation, il existe quelqu'un ou quelque chose de permanent par-delà les avatars de l'existence. Autrement dit, tu as perdu ton fils, mais il te reste la mémoire de sa présence, ou il lui reste l'existence que tu retrouveras par-delà la mort. Bon. Alors, ces modèles-là de la consolation sont perdus et on en retrouverait, je dirais, la trace dans toutes les réflexions, d'ailleurs parfois un peu redondantes et agaçantes, sur le vivre ensemble. Parce qu'évidemment, là, poser la question déjà du vivre ensemble, c'est avouer que nous ne possédons aucune évidence relativement à ce qui fait tenir ensemble la société et les êtres. Mais après tout, plutôt que de s'en lamenter, faudrait-il encore comprendre que, à supposer que la politique est pour, ce que je ne crois pas, est pour fonction de nous faire vivre ensemble, tenir ensemble simplement de manière plus ou moins artificielle, c'est aussi la condition même d'une sorte de liberté démocratique que de pouvoir remettre en question cette évidence de la présence des autres ou de la présence des institutions autour de nous. Donc nous avons perdu, je dirais, la certitude que l'existence que nous menons, individuelle et collective, est une existence légitime, légitimée par un principe qui serait un principe transcendant. Mais ce que nous avons perdu, nous pouvons essayer de le réinventer, non pas sous la forme où cela a existé, parce que ça c'est la tendance évidemment fondamentale d'ailleurs aujourd'hui à l'œuvre, d'essayer de reconstituer une identité nationale par exemple, ou parfois de reconstituer même une foi quasiment officielle, qu'elle soit d'ailleurs foi en Dieu, ou foi en une république considérée quasiment sur un mode religieux. Je pense à toutes les manières, disons, de refaire de la laïcité un principe substantiel et pas simplement juridique. Eh bien, il y a manière d'expérimenter un être ensemble un peu plus fragile, un peu moins hypostasié dans des grandes structures supposées éternelles, et que c'est cela précisément que nous offre le modèle d'une consolation qui ne soit pas une réconciliation avec le monde tel qu'il va, mais plutôt une recherche permanente de raisons d'être ensemble, de tenir ensemble, dès lors qu'elles ne sont plus données ni dans le cosmos, ni dans l'ordre de la nature, ni par un Dieu transcendant. Vous parlez du potentiel politique de la consolation. Quelle différence faites-vous entre ce qu'on nomme les politiques de la reconnaissance et ce qui pourrait s'appeler la politique de la consolation ?
Bon, les politiques de la reconnaissance sont des politiques au sens strict, c'est-à-dire qu'elles font de la reconnaissance un principe qui doit gouverner l'action institutionnelle ou la justice. Bon, c'est-à-dire que elles posent que le fait d'être reconnu par les autres au niveau individuel, social ou collectif, hein, je pense à ce qu'on dit par exemple Axel Honneth, ce principe doit être un principe effectif de la politique menée au niveau étatique, par exemple, bon, ou supranational. Bon. Donc c'est une politique qui fait de la reconnaissance le critère pour la justice. Bon. Moi, quand je parle de politique de la consolation, ça n'a pas le même statut, c'est-à-dire que je ne considère pas que l'État ou les politiciens ou les institutions en général ont pour but de consoler les individus. Là, on tomberait quand même dans la critique de Marx sur l'opium du peuple, c'est pas ça que je veux dire. La politique de la consolation, c'est que la consolation a un sens politique, mais pas au niveau de la institutionnelle directement, mais au niveau de ce que précisément les individus, en interagissant aujourd'hui dans des conditions qui sont des conditions historiques qui ne sont pas spontanément favorables aux progressistes, parce que la grande idée, vous me demandiez tout à l'heure, qu'avons-nous perdu? Alors évidemment, il faudrait... ça dépend quand, à quelle période de l'histoire. Enfin, une des choses que nous avons perdues aujourd'hui, incontestablement, par rapport à la modernité elle-même, c'est la croyance spontanée dans le progrès. Bon. Pour quantité de raisons, et en particulier, c'est lié évidemment à ce qui s'est produit en termes de tragédie au XXe siècle. Nous ne croyons plus spontanément que le temps et la liberté sont des alliés naturels, si je puis dire, que l'avenir sera nécessairement meilleur que le présent. Mais évidemment, face à cette perte, encore une fois légitime jusqu'à un certain point, au moins le geste de la consolation consiste à la reconnaître, c'est-à-dire à voir que quelque chose a effectivement été perdu avec l'idée de progrès collectif, hein, je ne parle pas de l'innovation individuelle et économique, et de ce point de vue-là, le sens de politique de la consolation, c'est qu'on puisse au moins admettre qu'il faille inventer quelque chose de nouveau, mais qui soit évidemment à la hauteur de ce qui a été perdu, hein, en termes ici de transformation sociale, plutôt que de se contenter, disons, des pis-aller ou des ersatz de progrès qu'on nous sert régulièrement en termes simplement de valorisation de la nouveauté comme telle ou pour elle-même, indépendamment de ce qu'elle produit en termes d'effets de justice. Vous dites à la fin de votre ouvrage, la consolation passe souvent, essentiellement, par le toucher. Vous parlez du tact, et en faisant référence à Jacques Derrida, mais quand même, il y a plusieurs strates, voire plusieurs accès à la consolation. La consolation intime, la manière dont je vais consoler mon amant ou mon amante, et la manière dont je serai consolé ou pas par un quidam dans l'espace public, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais il n'est pas totalement impossible de penser que parfois cela se caractérise par des gestes identiques. La consolation, c'est d'abord le résultat d'une rencontre, et d'une rencontre paradoxale, parce qu'encore une fois, c'est la rencontre entre un être qui souffre et un être qui ne souffre pas de la même chose. Il souffre peut-être de la souffrance de l'autre, mais pas de la même souffrance. Autrement dit, c'est un effort par le langage ou par le toucher, pour rejoindre l'autre dans le lieu où il m'échappe, c'est-à-dire par la douleur qui est la singularité, je dirais, de son expérience. Donc la consolation, c'est ce qui, je trouve, est très émouvant dans ce geste, de langage ou de corps, c'est que c'est un sens qui est énoncé lorsqu'on ne peut plus rien dire d'une certaine manière, ou lorsque la parole n'est plus forcément adéquate exactement à l'objet. Pour le dire simplement, le consolateur ne restitue pas l'objet perdu à l'être qu'il console. Il lui donne quelque chose que j'ai appelé, en citant d'ailleurs, enfin en reprenant la formule à Derrida, un supplément, c'est-à-dire quelque chose qui supplée à, c'est-à-dire qui vient à la place d'eux, et qui en même temps s'ajoute, c'est ça l'aspect positif, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, encore une fois, cela remplacera l'objet de la perte, il ne sera pas remplacé,
mais comme tel, il ne sera pas remplacé, mais néanmoins, l'horizon de l'expérience ne s'arrête pas au moment de la perte. Qu'ensuite, au niveau, disons, de la vie courante, les consolations soient aussi diverses que les consolateurs, ou que cela va de soi. Mais si on essaie de penser, je dirais, la notion à travers les usages qui ont été faits non seulement en philosophie, mais aussi d'ailleurs la manière dont on la montre en littérature ou dans d'autres arts, ce geste est un geste qui ne se contente pas de donner quelque chose à la place d'eux, mais qui en même temps donne quelque chose de nouveau. C'est-à-dire une présence, un sens, une affection, une sensibilité que celui qui est affligé par une perte n'imagine même pas jusqu'à temps que le consolateur le lui indique. Donc le consolateur ne donne peut-être pas il ne donne pas seulement une raison de survivre, il donne aussi une expérience de vie, quand la consolation, évidemment, a un certain effet. Hein, il arrive qu'elle échoue, il arrive très souvent qu'elle échoue, d'autant plus que nous ne bénéficions plus de ces évidences religieuses ou communautaires d'autrefois. Mais le problème n'est pas de savoir si elle réussit ou si elle échoue, à mon sens. Le problème, enfin ça c'est le problème qu'on se pose lorsqu'on a besoin d'être consolé, hein. Mais même si on prend la forme la plus pathétique de la consolation, la formule de l'écrivain Stig Dagerman, notre besoin de consolation est impossible à rassasier, qu'il soit devenu impossible à rassasier, c'est-à-dire que nous ne soyons plus jamais en mesure de nous reconnaître pleinement dans les ordres de l'expérience, ne me paraît pas nécessairement une nouvelle affligeante, précisément parce que rien n'est plus préoccupant que quelqu'un qui considérerait que le monde est taillé à sa mesure d'emblée.